Hop. Donc déjà, bonjour à tous, merci de vous être connectés, je vois qu'il y a du monde, c'est top. Donc aujourd'hui, on va parler de .NET, du monde Windows, de Kubernetes. D'un point de vue technique, forcément, c'est un talk de 45 minutes, 50 minutes à peu près. Je ne vais pas avoir le temps de couvrir en détail chaque sujet, forcément. Par contre, n'hésitez pas à poser vos questions s'il y a besoin d'infos complémentaires sur des sujets, si vous avez des questions par rapport à ce que vous faites au jour le jour aussi. Je serais ravi d'échanger là-dessus. Et puis, donc, posez vos questions dans le chat. On viendra dessus à minima à la fin de la presse. Et puis, on pourra échanger. On pourra aussi activer les micros s'il y a besoin pour creuser des sujets. Donc, n'hésitez pas à utiliser le chat pour les questions. Et puis voilà, on est parti. Alors, je vais commencer par déjà me présenter et parler de mon équipe. Donc, moi, c'est Jérôme Gauthier. Je suis architecte au sein de la Cloud Squad TME, donc TME Telecom Media Entertainment, une division de Soprasteria. Et donc, cette Cloud Squad, c'est quoi? C'est une équipe environ d'une vingtaine, 20 à 30 experts autour principalement du cloud, du DevOps, des bases de données aussi, parce que c'est un point important dans nos travaux, et puis aussi de .NET, puisque en fait, c'était une bonne activité de 2020 au moins. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est on est une équipe transverse, on travaille pour plusieurs projets de manière transverse, et on participe des études jusqu'à la mise en production d'applications dans le cloud. Et les travaux principaux sont forcément, là, cette année, des migrations d'applications existantes vers du cloud. Donc, en fait, on a travaillé beaucoup sur des migrations d'applications .NET pour une cible CAS, donc Container as a Service, et donc forcément Kubernetes, et puis utilisation de services cloud managés, principalement pour ce qui est base de données, où on avait beaucoup de Oracle. Et donc, on passe sur des bases Postgre ou autres dans le cloud. Et puis on s'appuie aussi bien sûr sur les différents sachants des applications qu'on vient migrer euh, au fil des activités. Donc voilà pour le contexte et mon contexte. Sur le plan, on va faire une petite intro, on va parler un peu de l'historique pour se resituer, pourquoi on fait ce talk. On va parler de conteneur Windows forcément, et puis ensuite on passera sur d'un point de vue applicatif d'architecture Cloud Ready .NET, donc architecture adaptée au monde des conteneurs. Et puis une conclusion, mais ce sera plutôt en mode retour d'expérience par rapport à ce qu'on a pu voir. Alors déjà, on se pose la question, je pense que certains, quand vous avez vu le titre de la présentation, on peut se demander, mais pourquoi on en vient à parler de .NET avec Kubernetes sur un même talk, sachant que pour ceux qui ont un peu d'expérience, parler de .NET qui est adapté à un monde Kubernetes qui, lui, est basé sur des technos plutôt de Linux. Donc on voit qu'il y a eu quand même pas mal de changements ces dernières années pour qu'on en arrive là. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que d'un côté, les technos Microsoft, elles sont quand même bien implantées dans l'écosystème, hein, au niveau des entreprises. Alors, pour des raisons historiques. Là, j'ai mis un classement. On retrouve le .NET, les technos Microsoft assez bien placés dans à peu près tous les classements. Ça ne sera pas le top, mais ça sera quand même bien placé. Là, on est sur un index qui est basé surtout sur de la popularité de recherche ou d'offres d'emploi. Donc, ça vaut ce que ça vaut. Mais ce qui est important, c'est de voir que, en fait, les technos Microsoft, elles sont présentes, on les utilise et elles sont surtout présentes en entreprise pour des raisons assez diverses, hein, mais souvent, c'est lié à des produits Microsoft qui sont les leaders ou très bien implantés dans l'entreprise. On parle d'Active Directory, de SharePoint, de ces choses-là, et on est venu construire des briques autour de tout ça. Et puis aussi, simplement parce que des technos autour justement du framework .NET sont souvent très pratiques et assez adaptés à des applications d'entreprise. Donc, d'un côté, on a du .NET dans nos entreprises depuis très longtemps. D'un autre côté, on a Kubernetes. Alors là, le sondage que j'ai mis, c'est pas ça du tout qui est important. Ce qui est important de savoir, c'est qu'en fait, aujourd'hui, quand on voit des sondages ou quand on se pose des questions dans les entreprises autour de Kubernetes, on n'est plus en train de se poser la question est-ce que Kubernetes, c'est bien pour déployer des applications en entreprise? Mais là, en 2020, on est en train de se poser la question à quelle échelle on utilise Kubernetes dans l'entreprise? Donc en fait, au niveau des clients de Soprasteria, mais de toutes les entreprises en général, on a souvent déjà étudié Kubernetes, on cible souvent ce type de plateforme pour des constructions, des builds de nouvelles applications. Donc stack de conteneurs, déploiement sur du Kubernetes qui soit managé dans le cloud ou ou on-premise.
Et par contre, là, on commence de plus en plus sérieusement à se poser la question, qu'est-ce qu'on fait de notre legacy? On est en train de créer un nouveau type d'infra, une nouvelle manière de déployer les applis, mais qu'est-ce qu'on fait du legacy? Et donc, avant de passer à la suite, j'aimerais tenter un petit exercice, si certains veulent se tenter dans le chat. J'aimerais vous poser la question, à votre avis, quel est, euh, allez, citez un événement majeur de ces 10 dernières années dans l'IT, un des changements majeurs de l'IT qui a permis, entre autres, de faire ce talk, mais qui a révolutionné d'une manière générale, on va dire, ouais, si on peut parler de révolution, mais qui a révolutionné l'IT ces 10 dernières années. Est-ce que vous avez une idée? Alors, c'est pas la sortie de l'iPhone, hein. C'est un peu lié quand même à la présentation. Mais n'hésitez pas dans le chat si vous voulez poster des idées. Sinon, ouais, Docker, ouais. Ouais, c'est lié. Donc, Docker, c'est une révolution. Ouais, top. On a la réponse dedans. Ouais, container, cloud. OK. Donc, tout ça est lié. Alors, moi, je vais parler surtout d'un point. C'est, et ça a été cité. En fait, je reviens en 2014. Donc, en fait, ce slide-là, c'est pas moi qui l'ai fait. Là, c'est un slide qui a été présenté par le PDG de Microsoft le 20 octobre 2014 lors d'une conf. Alors, c'était même pas une conf, c'était une conf un peu exceptionnelle. C'était pas une conf habituelle de Microsoft. Et en fait, les journalistes à l'époque, ils se posaient la question, enfin, ils se doutaient que Microsoft allait annoncer des nouveautés autour du cloud, donc de Azure, hein, qui commençait déjà à percer. Donc tout le monde s'attendait à des évolutions côté Azure. Et là, le PDG de Microsoft sort ce slide, donc, qui a surpris un peu tout le monde. Et surtout, quand on connaît un peu l'histoire de Microsoft, eh ben, ça peut même choquer un peu. En fait, ce qu'il a annoncé, c'est un gros changement stratégique côté Microsoft. On oublie tout les business models basés sur les licences, on s'oriente vers l'open source et surtout le business model, il va être basé sur leur cloud, sur Azure. Donc derrière, forcément, ça fait tirer tout le monde open source. Et c'est à partir de cette date et de ces annonces qu'on a vu côté Microsoft une orientation vers l'open source et un tas de chantiers de compatibilité de leurs services avec Linux, donc que ce soit les frameworks, leur base de données. Aujourd'hui, on peut faire du SQL Server sur Linux et des travaux autour des OS et de Windows. Donc ça, c'est notre point de départ. Donc ça nous permet d'enchaîner sur la partie Container Windows. Container Windows, donc je ne vais pas revenir sur chaque étape, ça date d'un peu, ça date même d'avant la présentation, l'annonce dont je viens de parler. En fait, pourquoi Microsoft s'intéressait à la containerisation depuis très longtemps? C'est pour le cloud, hein, on en a parlé. Leur but, c'était de proposer du PaaS, du Platform as a Service, donc forcément être capable de déployer des applications .NET sur ces PaaS. Et donc derrière, Microsoft avait un intérêt pour venir mutualiser ses ressources et pas avoir un serveur pour une instance de chaque appli, et essayer de mutualiser un peu les choses. Donc ils ont commencé assez tôt à travailler sur la containerisation. Par contre, en 2015, on parle de container Windows, mais c'est du container, c'est pas Docker. C'est du container Windows, c'est du propre interne Microsoft. Une des dates majeures, c'est en 2016, c'est la sortie de Windows Server 2016, où on a une annonce du support officiel de Docker. Donc, on est capable de faire tourner des conteneurs Docker sur Windows Server 2016. J'indique isolation Hyper-V. On en reparle juste après. Et puis, dans les années qui suivent, en fait, c'était un travail là aussi on va dire c'est pas une déviation, mais une orientation vers le monde Linux. On s'est outillé, il y a eu des gros travaux au niveau du kernel Windows pour venir s'adapter à Docker et à tout l'outillage autour. Donc vous le savez pour la plupart déjà, mais il y a quelque chose qui s'appelle WSL, Windows Subsystem for Linux, qui existe depuis quelques temps déjà. En 2019, on avait un support officiel pour Docker sur Windows. Donc en fait, si on installe le Docker Desktop, là, on peut faire tourner des conteneurs Linux sur un noyau Linux sur notre Windows. Donc c'est quelque chose qui change déjà pas mal. Et puis les travaux ces dernières années, donc l'année 2020, moi j'ai envie de dire que c'est l'année de la standardisation. C'est que justement, là, on parle de Containerd, on parle plus de Docker. On essaye de sortir un peu de ce prisme de Docker. Donc Docker, c'était bien, Docker, ça a été la naissance de tout le monde de conteneurs. Et maintenant, en fait, plutôt que de se baser sur des choses propres à un produit, propres à Docker,
les entreprises, donc Microsoft, on en reparlera avec Kubernetes, s'orientent vers essayer de se baser sur des normes, sur des bases, sur des interfaces, plutôt que sur des choix de Docker en lui-même. Donc on reviendra dessus aussi. Des différences majeures avec Linux. Alors, on oublie un peu le carré gris en haut. Là, c'est l'outillage de Docker, mais c'est pas ça qui est important ici. Ce qui est important, c'est les deux blocs bleus. Le bloc Linux, d'abord. Donc, en fait, c'est pour montrer que Docker et les conteneurs s'appuient sur des fonctionnalités qui existent depuis très longtemps pour la plupart, côté Linux. Et c'était construit sur ces fonctionnalités-là. En fait, Docker, quand on regarde des présentations de Docker, souvent les premiers slides, ça dit, c'est là pour rappeler que Docker n'a pas inventé les conteneurs. Docker a rendu la conteneurisation utilisable. Donc, en fait, les fonctionnalités, on les voit ici en dessous, dans les différents blocs. Et puis, ce qui est intéressant, c'est le pendant côté Windows. En fait, on retrouve globalement les mêmes groupes de fonctionnalités. Par contre, ça n'a rien à voir en termes d'implémentation. Donc, forcément, on est sur des technos complètement différentes. Et donc, la manière d'interagir avec ces différents modules va être totalement différente. Donc, que ce soit en termes de protocole ou en termes d'objets. Donc, c'est des modélisations totalement différentes. Et on commence déjà à voir ici, notamment dans le bloc Windows, une couche en plus qu'on ne retrouve pas côté Linux, Compute Services. Donc, on en reparlera aussi juste après. Donc, on voit qu'il y a une certaine complexité qui n'existe pas côté Linux et qui existe côté Windows. Et le travail n'est pas si évident que ça pour faire du conteneur Windows. On parlait tout à l'heure de Windows Server 2016 qui supportait des conteneurs Docker en mode Hyper-V isolation. Donc en fait, côté Linux, on a un mode d'isolation, c'est le process isolation. Côté Windows, on va en avoir deux qui existent aujourd'hui encore. Le process isolation, c'est le conteneur tel qu'on le connaît côté Linux. On a notre conteneur, on y met que le contenu de nos applications dedans, on partage le même kernel, ça cohabite avec les applications existantes. Ok, donc là on est sur du conteneur basique. L'hyper-V isolation, en fait, on vient un peu tricher. En fait, on vient mettre notre conteneur dans une VM. Sauf que la VM, elle est forcément adaptée. Là, on utilise Hyper-V, on n'utilise pas, par exemple, du VirtualBox ou des choses comme ça. C'est du natif Windows. La VM, elle est très légère. Le but, c'est en fait venir ajouter des modules et des éléments système qui sont adaptés à la version du conteneur qu'on va venir faire tourner dessus. On reparle de version aussi juste après. Et donc, c'est important d'avoir les deux. Et c'est ce qui permet à Microsoft notamment d'essayer de se décorréler et d'éviter d'être compatible avec trop de versions précédentes. Ok, parlons rapidement de Kubernetes, parce que ça va être beaucoup plus récent là-dessus, mais à partir de quand on a commencé à parler de Windows avec Kubernetes? À partir de la version 1.14, et la version 1.14, elle est récente, c'est mars 2019. Donc, ça fait pas très longtemps à l'échelle, en tout cas des différentes versions qu'on voyait avant. En version 1.14, l'annonce, c'était support officiel des conteneurs Windows sur des nœuds Windows dans des clusters Kubernetes. Donc, on était capable de le faire dès la version 1.14. Par contre, sur des fonctionnalités de base, on commençait à pouvoir interconnecter nos conteneurs avec donc du CNI, donc c'est les interfaces network, tout ce qui est network, comment faire communiquer des pods Windows au sein de notre cluster Kubernetes. Et puis aussi, on a souvent besoin d'utiliser du stockage. Donc, pareil, il faut des compatibilités avec les plugins, qui soient réseau ou stockage. Donc ça, c'est assez important. On en reparle aussi un peu plus loin. Mais on ne parle pas que de Kubernetes ici. Quand on veut faire tourner des conteneurs Windows, il faut aussi que l'écosystème autour de Kubernetes soit adapté à Windows. Sinon, on ne va pas très loin, en fait. Et on n'est pas capable de déployer ce type de composants d'application à l'échelle d'une entreprise avec la criticité qu'on peut avoir derrière. Et puis derrière, au fil des versions, en fait, ce qui s'est passé, c'est que à chaque version, on est venu ajouter des fonctionnalités. Donc en fait, derrière Kubernetes, on a un tas d'API. Sur la version 1.14, on ne retrouvait pas forcément d'équivalent Windows derrière chaque API, donc il y a des choses qui n'étaient pas supportées. Et petit à petit, on est venu les ajouter. Et puis industrialiser aussi un peu les choses d'un point de vue déploiement. Et puis on est venu aussi ajouter des particularités propres à Windows dans Kubernetes. Et ça, c'est des choix difficiles à faire, puisque forcément, Kubernetes, c'est vu comme une coupe d'abstraction, on ne veut pas de spécifique Windows dedans. Par contre, on est un peu obligé, notamment sur tout ce qui va être gestion des users, parce que ça aussi, je pense que vous le savez pour la plupart, mais Kubernetes est basé sur du Linux, les conteneurs aussi. Donc tout est basé sur la notion de user root, de user tel qu'on connaît côté Linux. Côté Windows, ça n'a rien à voir. On ne gère pas du tout les users de la même manière.
on n'a pas de user root sur un Windows. Et donc, il faut forcément gérer ça de manière différente et avoir des impacts qui remontent jusqu'à Kubernetes. Beaucoup de travaux sur la stabilité en 2020. Alors, je vais même pas fait apparaître la version 1.1 qui est sortie il n'y a pas longtemps. Mais en 2020, c'est les mêmes axes que côté Microsoft. Hein. On est sur de la standardisation. Donc, on parle encore de Containerd. On voit, pour ceux qui suivent l'actu, il y avait des annonces là il y a 1 ou 2 semaines autour de la séparation de Docker et de Kubernetes, donc ils se séparent de Docker comme runtime de conteneur pour se baser sur Containerd et sur des standards. Donc on est là-dessus en 2020. Donc ce qu'il faut noter, c'est que là encore, en 2020, on est sur des travaux importants autour de la stabilité et de l'implémentation des différentes API pour supporter du Windows. Ok. On passe maintenant, on parlait de nos éléments qui vont venir recevoir nos conteneurs. Maintenant, on va parler de l'intérieur, de nos applications en elles-mêmes. Le .NET Framework, donc certains aussi d'entre vous connaissent déjà. Je vais aller assez rapidement sur l'historique, mais je vais surtout parler des points clés. Le framework .NET, il existe depuis longtemps, depuis 2002. Ce qui est important de voir, c'est la partie haute de cette frise. On parle du .NET Framework tel qu'on le connaît depuis 2002. La dernière version qui est sortie, c'est le .NET Framework 4.8. Et ce qu'il faut savoir, que ça sera la dernière version du .NET Framework tel qu'on le connaît aujourd'hui. Il n'y aura pas d'autres versions du .NET Framework. Je parle bien de framework. En dessous, dès 2016, donc là, je fais un peu écho aux annonces de Microsoft. On était en fin 2014. Et donc, forcément, on retrouve des déclinaisons côté framework. La création de .NET Core. .NET Core, c'est une réécriture du framework .NET de zéro, en partant sur des bases nouvelles. Et une des caractéristiques principales de .NET Core, et qui va nous intéresser, c'est qu'elle est compatible Linux, c'est-à-dire qu'on peut déployer une application .NET Core sur Linux. Et le dernier point clé, c'est le .NET 5. .NET 5, c'est la version qui est sortie en novembre, si je ne me trompe pas, de .NET, et qui se base sur une base .NET Core, donc une base cross-platform, et qui va être le futur. C'est que les futures versions, là, c'est .NET 5, ensuite il y aura 6, 7, 8, il y aura des nouveaux cycles un peu plus fréquents, mais il va plus s'appeler .NET Framework. Donc on n'aura plus le même framework là dès maintenant, dès cette année. Alors, qu'est-ce qu'on peut se dire Est-ce que la solution, ce serait pas d'arrêter ce talk et se dire, ok, je veux migrer mon application .NET, je veux la mettre sur Kubernetes. D'après ce que je viens de dire là, il suffirait peut-être de migrer l'application .NET en .NET 5 ou .NET Core, et puis ça roule puisqu'on peut la déployer dans des conteneurs Linux et réutiliser les services Kubernetes Linux. Oui, mais, parce que forcément il y a un mais, c'est pas aussi simple. Passer de .NET Framework à .NET Core, donc .NET Core qui est bien une réécriture, les API ont été revues, elles sont pas ISO. Et va falloir évaluer l'effort de réécriture, ça va dépendre des applications. Si on est sur des applications avec des centaines de milliers de lignes, forcément, il va falloir peut-être un peu creuser pour savoir quelles API on utilise et comment migrer ça en .NET Core. Il va falloir faire un inventaire aussi des librairies qu'on utilise et essayer de voir s'il existe un équivalent de la librairie en .NET Core. Et ça, c'est pas toujours le cas, ou c'est pas encore le cas, puisque c'est assez récent. Et puis j'ai mis quelques petites briques là en bas. Ça sont des choses du .NET Framework qui ne seront jamais portées en .NET Core, donc en .NET 5. Donc ce sont des choses assez historiques, donc, des choses qui sont utilisées et assez largement utilisées sur des vieilles applications pour tout ce qui va être UI, pour développer des IHM, ou WCF pour de la communication entre nos différents projets, ou qui servaient aussi beaucoup pour exposer des API SOAP notamment. Donc tout ça, on ne retrouve pas d'équivalent. Alors on va pouvoir trouver en fouillant, on va pouvoir trouver des entreprises qui vont proposer des wrappers, des outils pour migrer plus ou moins automatiquement, pour aider les développeurs à migrer des applications. Mais ça demande quand même un effort et une étude. Et donc, ce que je mettais là dans la phrase, c'est qu'en fait, cette cible-là, de se dire que la cible, si je veux déployer une application .NET sur Kubernetes, il suffit de la migrer en .NET Core et je lance ça sur Linux, comme ça, je ne me pose plus de questions. Ça peut être envisageable, mais ce que j'aime bien dire, c'est que c'est envisageable pour des applications créées sur des standards .NET 4.5. Alors ça veut dire quoi? .NET 4.5, 2012. Donc en fait, si on prend nos applications qu'on a sous la main là, on peut se dire que si on a créé l'application en 2012, la première version, et qu'on a respecté les standards de l'époque en 2012, il y a des chances que ce soit très simple de migrer l'application en .NET Core.
puisque en 2012, par exemple, on n'utilisait déjà plus WCF, on utilisait déjà plus les webforms. Et les différents libs qu'on utilisait en 2012, aujourd'hui, elles sont portées en .NET Core. Donc ça, c'est pour donner une idée. Après, ça ne veut pas dire que tous les libres qu'on utilise seront disponibles, hein. Forcément, il va falloir étudier. Et puis, par contre, les applications qui datent, qui ont été créées sur une base .NET 2.0, .NET 3.5, par exemple, là, il va falloir creuser, il n'y a pas le choix. Il va falloir étudier et ça peut demander un gros effort. Donc, ça tombe bien, ça demande un gros effort, comme ça, on va pouvoir continuer le talk. Et donc, on va se dire que nous, à l'échelle d'une entreprise, on retrouve encore des applications qui datent de plus de 10 ans. Et on veut quand même essayer de faire converger nos applications de .NET vers le même type d'infra qu'on peut utiliser pour du Linux, pour nos nouvelles applications. Donc on va essayer quand même de migrer nos applications .NET Framework sur Kubernetes. Alors pour commencer, on va déjà faire du container. On va déjà tester les containers Windows. Hop. Pour ça, j'ai fait quelque chose de tout bête, hein. Ce que je fais là, j'ai un Dockerfile que j'ai une base image Windows. Donc pour ça, j'utilise les bases images officielles de Microsoft qui sont dispo sur le Docker Hub. Donc surtout, partez de ces images-là, hein, repartez pas, recréez pas vos images de zéro. Donc il y a notamment des bases images qui disposent déjà de tout ce qu'il faut, tout l'outillage ASP.NET par exemple, avec la version 4.8, et qui est le tout sur une base image Windows Server 2019. Et ce que je fais, je bouge juste dans un répertoire, je fais rien d'autre. J'ai juste envie de tester en fait si au moins ça marche. Hop, je lance mon Docker build. Donc là, ce que j'ai sur mon poste, j'ai Docker Desktop, la dernière version, ou celle juste avant, je pense. Euh, donc voilà. Donc là, ce que je fais, je build mon image, tout se passe bien, successful build, ça marche. Donc on se dit que l'étape d'après, c'est simplement de venir copier mes sources de mon application dans mon image. Et derrière, logiquement, ça doit marcher, hein, puisque là, ma base image, elle a 2IS, elle a tout ce qu'il faut pour faire tourner mon application .NET. Et ce que j'ai fait, c'est j'ai juste fait un test avec le même Dockerfile, mais avec une version plus récente de Windows. Plutôt que Windows Server 2019, là, j'ai pris la version qui date de septembre 2020, la 20.09. Et puis, je fais pareil. J'essaye de le builder là sur mon poste. Hop. Et forcément, là, on commence à avoir un problème. Et donc, je pense que si certains d'entre vous ont déjà commencé à jouer avec des conteneurs Windows sur leur poste de dev, vous êtes sûrement tombé sur ce type de message. Donc, qu'est-ce que ça dit? Ça dit que mon image, ma version de Windows de mon image, donc celle qui date de septembre 2020, elle n'est pas compatible avec la version de Windows de mon host, donc de mon poste de dev là. Donc on voit en effet que l'ID du build est beaucoup plus récent. Donc pour ça, on regarde un peu sur Internet, on vérifie, on va taper WinVer notamment pour afficher la version, bien comprendre. Ok, moi je suis sur une version 19.09, donc elle a un an de moins que la version du conteneur que j'essaie de builder. Et puis on arrive sur des sites de chez Microsoft qui vont nous expliquer tout ça. Donc déjà, on va se familiariser avec les versions, le versionning de Windows pour ceux qui ne le connaissent pas, mais c'est pas forcément évident, et surtout qu'ils changent de normes tous les 6 mois là dernièrement. Mais ce qui est important de voir là-dedans, c'est qu'on a des versions long terme et des versions semi-annuelles. La version long terme, c'était la version Windows Server 2019 que j'ai essayé. Et puis la version semi-annuelle, on la voit même pas là, parce qu'elle est plus récente. Et puis on arrive sur un site de la Compatibility Matrix de chez Microsoft, qui est plutôt pour le coup assez bien faite. Où là, par exemple, on retrouve des choses pour savoir qu'est-ce qu'on a le droit de faire tourner comme conteneur sur notre host. Donc tout en haut, là, je sélectionne le host sur lequel je suis. Donc, imaginons que je suis sur un Windows Server 2019. Je suis connecté dessus et j'essaye de faire tourner des conteneurs dessus. Là, c'est écrit que je peux faire tourner des conteneurs qui sont sur des bases images Windows Server 2019. OK, plutôt logique. Et je peux aussi faire tourner des bases images AR qui sont sur Windows Server 2016, mais que en hyper-isolation. Donc là, on retrouve les deux niveaux d'isolation dont on parlait tout à l'heure. Et pourquoi on fait ça? Forcément, on imagine qu'il y a eu beaucoup d'évols entre 2016 et 2019 côté kernel Windows. Et donc, on ne peut pas faire de process isolation puisque les choses ont tellement évolué que c'est trop compliqué à gérer côté système. OK, donc là, on sait déjà va falloir faire gaffe aux versions. Si, un petit mot sur les images. Là, je parlais des images sur Docker Hub. Avoir ça dans le coin de la tête, une image Windows, ça n'a rien à voir avec une image Linux en termes de taille. L'image Windows Server Core, donc là, c'est le 2019, je pense, et autour de 5 Go, un tout petit peu moins. Et si je prends une version plus complète avec tout le framework .NET 4.8, par exemple,
on va atteindre les 7 gigas presque. Donc, il faut avoir ça en tête quand même quand on va dimensionner nos nœuds, surtout, parce qu'il va falloir stocker quand même les images en local quand on va faire les pools. Et puis c'est quand même mieux d'être bien connecté pour télécharger tout ça la première fois. Alors après, ça ne veut pas dire que si j'ai 8 conteneurs sur mon serveur, je vais faire 8 facettes. On a du caching côté Docker. Mais c'est important de le noter. Hop, donc on sait faire tourner, on sait builder notre conteneur, on imagine qu'on sait du coup créer une image avec notre application .NET et la faire tourner sur un serveur directement à la main avec Docker. Maintenant, on va essayer de faire ça, mais avec Kubernetes. Donc, qu'est-ce que j'ai fait là pour la démo? Je me suis pas compliqué la vie, je suis pas venu créer moi-même un cluster Kubernetes, j'ai été sur Azure, sur AKS, et j'ai créé hop, Azure un cluster. En fait, tout ce que ça a beaucoup évolué aussi, c'est en 2020, parce que l'année dernière, ou même en début d'année, on ne pouvait pas, via l'IHM, via Azure, créer des nœuds Windows dans notre cluster. Il fallait y aller par CLI ou par API. Mais maintenant, on peut provisionner des nœuds Windows directement par l'IHM, avec toutes les versions qu'on veut, on a accès à tous les serveurs. C'est hyper pratique, donc ça se fait en 5 minutes. Donc c'est exactement ce que j'ai fait. Hop, et forcément, j'ai perdu. Je vais redémarrer. Hop, mon shell. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai sur mon cluster? J'ai 2 node pools. Donc j'ai un node pool Linux et un node pool Windows. Ça me permet d'introduire le caractère hybride des clusters. C'est qu'un cluster Kubernetes ne sera jamais full Windows. Parce qu'en fait, dans Kubernetes, il y a ce qu'on appelle le control plane, qui va être tous les composants, on va dire, d'admin, qui eux sont du Linux et eux ont besoin de tourner sur des nœuds Linux. Donc à minima, pour héberger ces composants-là, il me faut au moins un nœud Linux. Donc c'est le cas, tout cluster Kubernetes aura au moins un nœud Linux. Par contre, derrière, je suis libre de déployer d'autres nœuds Linux ou des nœuds Windows. Donc on a toujours 2 types de nœuds. Et c'est ce que je veux montrer là. On va juste vérifier qu'on a bien nos 2 nœuds avec des OS différents et que je sois capable de déployer notamment des conteneurs Windows. Donc on a bien un nœud Ubuntu, Linux, et un nœud Windows Server 2019, parce que là, quand j'ai provisionné le cluster, j'ai pris tout par défaut. Donc, on est sur la version LTS. Ce que je vais essayer de faire, c'est déployer. Hop, je copie. Je vais déployer 3 pods pour notamment vérifier qu'on peut bien faire tourner nos différentes versions qu'on a essayé de builder tout à l'heure. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? Ils sont en train d'être créés. J'ai un pod basé sur Windows Server 2019, un pod basé sur Windows Server 2016. Normalement, vous pouvez le faire d'après la doc Microsoft. Et puis un pod sur la version de septembre 2020, donc qui marchait déjà pas en local. Donc là, on voit que la version 2020, ok, pas trop de surprise, il n'arrive pas à la démarrer, il n'est pas running. Le pod 2 non plus. Donc je vais aller voir juste le détail du pod 2, parce que dans la théorie, on peut le faire en tout cas avec Docker, tout seul. Hop. Donc là, on retrouve un message d'erreur qui est pour le coup assez explicite, c'était pas forcément le cas au tout début. Container Operating System does not match. J'étais où? J'étais ici. The host operating system. Donc là, même mon conteneur en fait de version 2016 ne peut pas tourner sur mon nœud de version 2019. Et donc ça permet de confirmer qu'il faut bien faire gaffe à la version du conteneur, de la base image du conteneur qu'on va utiliser, qui doit être exactement la même que celle du nœud qu'on va provisionner dans Kubernetes. Donc si c'est pas les mêmes personnes qui provisionnent les nœuds que ceux qui buildent des images, il faut quand même se mettre d'accord là-dessus. Et puis ce qui est un peu intéressant ici, c'est qui me dit que c'est pas la bonne version. Là, on voit un composant HCS shim. HCS, c'est pour Host Compute Service. Et les compute services, c'était la couche qu'on voyait tout à l'heure quand on différenciait l'outillage Linux et Windows. Et c'est la couche qui était en plus côté Windows, les compute services. Donc ça, c'est un point aussi intéressant. Et on l'évoque aussi tout à l'heure, je reviendrai dessus. Ok, donc tout ce que je viens de dire est ici. Donc c'est important d'aller voir en fait tout ça, tout ce que je viens de dire là,
c'est dispo sur les pages de doc. Alors, il faut un peu fouiller. Il y a une page Windows sur la doc officielle Kubernetes. Il y a un an, elle faisait 3 paragraphes et maintenant, elle en fait une vingtaine. Donc, il faut s'accrocher. Et il y a beaucoup, beaucoup d'infos dedans. Et il y a pareil côté Microsoft et AKS notamment. L'important, c'est basé sur la version 2019 aujourd'hui, là, puisque c'est la dernière version de long terme. Comme ça, on ne se pose pas de questions, que ce soit pour les développeurs ou pour les admins. On a parlé de cluster hybride. Donc Windows va être utilisable uniquement pour les workers. Hein, pour la partie control plane, ça restera du Linux, ça, il n'y a pas le choix. Et puis, qui dit cluster hybride, dit aussi faire attention aux nœuds sur lesquels on va déployer nos différents pods. Parce qu'on ne veut pas forcément que notre pod Windows soit schedulé sur un nœud Linux. Forcément, ça ne va pas marcher, on n'a pas le même kernel derrière. Donc pour ça, il suffit de se baser sur tout ce qui va être gestion de l'affinité côté Kubernetes. Donc je ne rentre pas en détail dessus, hein, mais on peut filtrer par OS par exemple. Donc on peut préciser, comme on le voit à droite là, node selector. On peut dire que mon pod avec mon conteneur Microsoft doit tourner sur un OS Windows. Et puis si on commence à s'amuser avec plusieurs versions de nœuds Windows dans le cluster, là, il va falloir jouer avec les numéros de build pour être plus précis. Parce que là, on l'a vu, hein, il y a un des conteneurs qui ne pouvait pas tourner. Donc ça va être le cas quand on va venir intégrer des nouvelles versions de Windows Server dans le futur. OK. Alors ça, je vais y passer rapidement, mais c'est pour ceux qui sont intéressés pour creuser un peu les sujets, surtout les derniers sujets de 2020. Donc ça, c'est une conférence, c'est la conférence KubeCon. Il y a eu quelques séquences autour de Windows, et celle-ci qui était très intéressante, où ils présentaient leurs travaux et leurs objectifs à venir. Je ne me suis pas trompé, hein, la personne s'appelle bien Michael. Hein. Je vous laisserai vérifier. Ce qui est important dans ce schéma, c'est les différentes responsabilités et les couleurs. En jaune, en fait, on est sur des éléments pour lesquels Microsoft est responsable. C'est à la main de Microsoft. Donc, c'est des composants de l'OS. En vert, on a des choses liées à l'open source. Donc là, on a Containerd parce qu'on est sur la cible 2020. La cible, c'est de se séparer de Docker, mais ça aurait pu être Docker là si on était sur la version d'avant. Et puis en violet, c'est Kubernetes. Donc on voit en fait Kubernetes n'a pas la main sur grand-chose, hein, en fait. Sur la partie Windows, c'est surtout Microsoft et les runtime de conteneurs. Et puis les points qu'on peut noter, là on retrouve notre HCH team, là, donc c'est notre élément qui nous a rejeté notre conteneur, donc qui a pu vérifier que ma version, mes objets derrière, ma couche compute en dessous n'était pas compatible avec la version de l'image. Donc en fait, là on commence à voir qu'en fait, il y a plein d'éléments avec des gens avec des responsabilités différentes qui doivent évoluer et qui doivent être maintenus pour supporter du Windows et notamment matcher avec les nouvelles interfaces et les nouveaux standards, que ce soit côté CNI, donc côté network, où le network n'est pas géré de la même manière sur Windows et sur Linux, hein, ça aussi c'est important. Et pour le runtime des conteneurs aussi, donc CRI, Runtime Interface. Ok, je passe sur ça, puisque ça va être l'heure de passer à la partie archi, plutôt applicative. Donc là, on a pu valider qu'on est capable de builder des conteneurs Windows. On est capable de les déployer sur Kubernetes. On a compris les points clés pour être capable de les déployer. Maintenant, il va falloir voir comment faire en sorte que mon application elle reste maintenable et qu'elle soit adaptée à la conteneurisation. Donc on parle d'applications qui datent d'il y a plus de 10 ans, et il y a plus de 10 ans, les conteneurs, ça n'existait même pas. Hein. Donc on ne pouvait pas imaginer qu'il y avait certains prérequis à remplir avant de construire notre application. Alors comment on fait pour adresser la conteneurisation d'une application? Une des idées, c'est de se baser sur les mêmes principes que quand on veut construire une nouvelle application, là aujourd'hui, une application cloud native, il y a une bonne pratique, c'est de se baser sur les 12 factors. Donc c'est quelque chose qui est dispo, hein, je vous laisserai taper ça sur Internet pour ceux qui ne connaissent pas. Il y a un site qui détaille chaque service. Et ce sont des critères qui permettent de vérifier que notre application est bien, on va dire, adaptée au monde des conteneurs ou respecte les bonnes pratiques de 2020 en termes de build d'application. On en entend beaucoup parler côté microservices aussi. On n'aura bien sûr pas le temps de passer sur tout ça, et puis il y a plein de critères de toute façon qui ne sont pas liés, où il n'y a rien de spécifique pour du .NET ou qui ne sont pas liés directement au code. Donc on ne va pas s'en occuper. Par contre, on va voir 3 points. On va parler des logs, de la config. Donc les logs, le principe c'est d'écrire les logs sur la sortie standard
pour être capable de les collecter. Donc, rien qu'en fait Dockerlog ou kubectl-log, j'aimerais voir les logs de mon application. Et derrière, l'idée, c'est aussi de les collecter pour les amener dans un backend de gestion de log. Donc ça, c'est pas forcément évident sur Windows. La config, l'idée, c'est de stocker la config en dehors du conteneur, de ne pas garder. Donc si j'ai besoin de modifier un paramètre de conf, je ne dois pas avoir besoin de rebuilder mon conteneur. Donc les stocker en dehors. Et puis là, l'aspect process, le facteur parle de process stateless, d'avoir un seul process par conteneur. Moi, on ne s'intéresse pas vraiment, on ne va pas creuser ces aspects-là. Moi, je profite juste de ce critère pour essayer de montrer comment on peut découper une application de .NET multi-composant sur Kubernetes. Donc, on va commencer par ça. Pour ceux qui connaissent .NET, ça peut être assez évident. Pour les autres, c'est assez simple, hein. En fait, un projet de .NET, quand on le construit, on a une solution et des projets. La solution, ça va être par exemple notre application, et notre application va être composée de plusieurs composants. Ces composants, ça peut être des CS proches en sens .NET. Donc, habituellement, ce qu'on peut retrouver pour nos applications d'entreprise, hein, on va retrouver souvent un composant GUI, un ou plusieurs composants web service, et puis des batchs. Et puis tout ça, c'est dans une seule solution qu'on ouvre avec Visual Studio, qu'on édite et qu'on déploie. Donc, comment ça se déployait ça avant? On le déployait sur des VM. Pour nos composants web, l'IHM et les web services, on les déployait sur 2IS, le web server de Microsoft. OK. Et puis, nos batchs, si on est sur des batchs exécutables, donc des exés, bah, on le déposait à côté dans un répertoire et il était schedulé par un ordonnanceur externe via un agent qui tournait sur le serveur et puis on le schedulait de manière régulière. Puis, parce que souvent on voulait de la haute disponibilité, bah, on mettait plusieurs instances de CVM. On en mettait plusieurs. Et pour tout le trafic web, il était load balancé entre les deux VM. Donc relativement classique comme déploiement. Souvent, on était aussi amené à, par exemple, dans notre GUI, on venait uploader des fichiers, par exemple, qui devaient être traités par les batchs. On avait ce type de cas d'utilisation. Quand on est sur une VM, c'est assez simple. Il suffit de copier les fichiers dans un répertoire. Le batch accède au même répertoire. Il n'y a pas trop de soucis, c'est assez simple de gérer les permissions. Alors, qu'est-ce que ça devient côté Kubernetes? Donc, on retrouve nos trois composants. Ça, c'est une proposition. On n'est pas obligé de découper à ce niveau-là. Ça va dépendre vachement des applications aussi. Et ça va dépendre notamment de la manière dont le GUI communique avec les web services. Hein. Si le GUI est autonome ou s'il a besoin des web services, on peut mettre le GUI et les web services dans un seul conteneur. Hein. Ça ne change pas grand-chose. Mais là, l'idée, c'est de profiter au max. Hein, on essaie de respecter les 12 factors. On essaie de profiter au max des capacités de scalabilité de Kubernetes. Donc là, on a découpé notre GUI, nos web services et nos batchs. Pour les GUI, on crée des pods, hein, comme on les voyait tout à l'heure, notre pod de ASP.NET qu'on a déployé sur Kubernetes. Pareil pour le web service. Pour le load balancing, du coup, le niveau de scalabilité, on n'est plus au niveau de la VM, là, au niveau du composant. Donc déjà, c'est un gain, c'est gratuit, c'est quick win, parce que là, on est capable de scaler nos web services, par exemple, indifféremment du GUI. Donc ça peut être souvent utile aussi. Et puis, tout ce qui va être load balancing, ça va être géré nativement aussi par les fonctionnalités de Kubernetes, les fonctionnalités d'ingress et de service. Donc, si on a des choses basiques, on a des choses natives avec Kubernetes, on n'a pas besoin de creuser. Pour le batch, si notre batch, le but c'est de le scheduler tous les jours, tous les 10 minutes, toutes les semaines, on peut s'appuyer sur les cron jobs. Ça fait le taf aussi. Et puis la gestion des volumes, là, va falloir un peu changer notre manière de faire. Mais si on veut éviter le maximum d'impact. Alors, ouais, je ne l'ai pas dit aussi, mais dans la presse là, que je fais et dans nos objectifs, on parle de conteneurisation de vieilles applications. Forcément, notre objectif, c'est de toucher le moins possible au code de l'application et d'avoir le moins d'impact possible et le moins de risque de régression. Donc, on se place dans une vision où on touche le moins possible au code. Donc, pour gérer les volumes, si je veux pas trop toucher au code de l'appli, je vais jouer avec les persistants de volume. Je vais partager un volume entre mes différents pods et je vais fonctionner un peu à l'ancienne. Par contre, si on veut vraiment s'adapter à des archives plus cloud, là, on va peut-être s'appuyer sur d'autres types de stockage plutôt qu'un stockage partagé. Si on utilise Azure, on a Azure File, on a plein de choses qui sont disponibles pour changer un peu cette manière de se partager des fichiers entre nos différents éléments. OK, passons sur la configuration. Comment stocker la configuration? Comment gérer la configuration de nos applications .NET? Comment on la gère
historiquement, on a souvent un fichier de conf qu'on met à la racine de notre application et dedans, on y met toutes nos associations clés-valeurs, tous nos paramètres de conf, nos connexions string de base de données, qui souvent doivent avoir un format de conf un peu spécial, et puis notre conf de nos appenders de log, donc pareil, qui ont un format assez spécial. Tout ça, donc ouais, c'est ce que je disais, on le met à la racine de l'appli, et puis ça roule. Si on a besoin de faire une modif, on se connecte en RDP à la VM, ou via un autre outil, ou on redéploie le fichier, et, et on refresh de JS pour que ce soit pris en compte. Alors, ça va venir complexifier un petit peu les choses avec Kubernetes, mais pas tant que ça si on suit un petit peu le déroulé que je vais faire. Côté gauche, là, on retrouve notre fichier. C'est exactement le même fichier qu'on avait avant, qu'on garde à la racine de l'application. Par contre, plutôt que mettre les valeurs directement dans ce fichier-là, on va juste référencier des fichiers externes. Donc ça, on peut le faire avec des fichiers de config.net. D'ailleurs, vous le faites peut-être déjà sur vos applications, pour ceux qui font du .NET. Donc l'idée, c'est de faire ça, de référencer des fichiers externes. Et puis là, je passe à droite. Tout ce qui va être valeur, on va les versionner et utiliser les objets config.map et secret de Kubernetes qui sont là pour stocker de la conf. Donc on va venir définir le contenu en fait de nos clés et de notre conf dans ces objets-là. Donc ces objets-là, on les manipule via les API Kubernetes. On peut venir les modifier à la main, indépendamment du conteneur et du pod. Et puis comment je fais l'association? En fait, lors du déploiement du pod, je vais venir faire une configuration qui va venir monter cet objet config.map sous forme de fichier dans le pod. Et dans ce cas, le lien va être fait naturellement. Et donc ça, c'est une technique. Il y a d'autres techniques. On peut injecter les variables aussi en variables d'environnement. Ça peut être une technique si c'est déjà géré avant. Par contre, là, je fais juste écho à ce que je viens de dire juste avant. C'est que l'objectif, c'est de toucher le moins possible au code. Là, on n'a pas ou quasi pas de code à toucher en fonctionnant comme ça. Et donc, de cette manière, si j'ai un impact à faire côté conf, je vais venir modifier mon objet config.map sans toucher du tout à mon conteneur. Et derrière, le but, ça va être alors soit de le remonter, soit de faire un refresh. Alors, il faut savoir qu'il n'y aura pas de refresh magique fait par Kubernetes par défaut. C'est si on n'avait pas de, si on, historiquement, on n'a pas de mécanisme de refresh de conf quand on change la valeur dans un fichier sur le serveur, ça va pas exister non plus par défaut côté Kubernetes. Par contre, il y a de l'outillage dispo et des mécanismes pour permettre de rafraîchir automatiquement un pod pour qu'ils prennent en compte la configuration. Et ça, c'est plutôt lié à 2IS, en fait, qui est le serveur web de Microsoft. En fait, lui, il change pas. Hein. Lui, il n'a pas évolué entre la version conteneur ou la version serveur. Donc, il faut toujours refresh l'application pool si on devait le faire avant. OK pour la conf. Et puis, le dernier point va concerner les logs. Concernant les logs, alors j'aime bien cette image, c'est tiré d'un blog de Microsoft qui explique justement ces aspects-là. On voit la simplicité côté Linux et la complexité côté Windows. Donc côté Linux, en fait, quand on déploie une application Linux, par défaut, tout ce qui va être sorti va partir sur la sortie standard stdout, stdr. Et derrière, si je fais docker log ou kubectl log, les logs, on va pouvoir les consulter directement. Et donc avec Kubernetes, une des manières de gérer les logs à l'échelle, c'est d'avoir un back-end de log par un Elasticsearch et un outillage de collecte qui va venir collecter automatiquement les logs et les pousser dans un backend. Donc ça se fait assez facilement avec du Linux. Par contre, avec du Windows, ça marche assez bien avec si on a un exe, un batch, une application console qu'on lance et qui écrit des logs, on va les voir sur notre sortie standard. Par contre, dans le cas des applications web qui tournent sur le serveur web de JS ou sur des applications ou des batchs qui tournent en tant que service Windows, donc on a ce côté wrapper d'un élément, là, en fait, tout ce qui va être event et log, ça va être géré par des outils spécifiques Windows. Alors, ceux qui font du Windows depuis longtemps, je pense, connaissent ces éléments-là. Mais on a tout un tas d'outillages qui permettent de gérer tous les events et les logs des différents middleware Microsoft. Et puis, ce qu'on fait du coup pour nos applications .NET, nos applications métiers, souvent on écrit les logs dans des fichiers de manière assez classique, avec Log4j. Et derrière, quand on a besoin d'accéder aux logs, on se connecte à la VM pour voir les logs. Par contre, là, on se dit que dans le monde Kubernetes, on ne doit pas avoir besoin de se connecter dans un pod pour voir ces logs. Il faut qu'ils soient écrits quelque part ou qu'ils soient exportables. Pour ça,
Microsoft a répondu, mais très rapidement, par un outil assez basique, qui n'est pas du tout poussé, qui a ses limites, qui s'appelle Log Monitor. Et en fait, le principe de cet outil, c'est c'est un outil qui va venir écouter ce qui se passe dans soit les Vancouver, les différents outils de Windows Server, soit venir écouter ce qui se passe dans un fichier. Donc, s'il y a une ligne qui est écrite dans un fichier, il va la renvoyer vers la sortie standard. Donc, pour ça, on utilise un fichier de conf pour lui dire quel fichier écouter. Lui, il écoute ça et redirige ça vers la sortie standard. Donc, ça, c'est un peu la rustine pour Windows, pour que les logs arrivent sur la sortie standard. Ça demande de mettre ce petit exe, la log monitor, de le mettre dans chaque conteneur Windows et d'avoir la conf aussi à côté. On a d'autres alternatives, hein, on le fait déjà aussi d'ailleurs pour d'autres types d'applications, pas .NET, mais sur Kubernetes. On peut avoir le modèle sidecar qui ressemble un peu à ce que fait Log Monitor, sauf que sidecar, on va venir mettre un autre conteneur à côté du conteneur existant, qui va venir lui aussi écouter les fichiers et les collecter, ou on peut directement loguer sur le réseau en TCP s'il y a besoin. Donc voilà pour les logs, c'est aussi un sujet important qu'il faut regarder quand on mixe son application. Ok, je suis un peu en retard. La conclusion plutôt côté retour d'expérience par rapport à ce qu'on a pu faire ces derniers mois. Donc, si on se pose la question, pourquoi faut-il le faire, migrer son application .NET vers Kubernetes? Déjà, rien que pour la conteneurisation, on a un gain, parce que souvent, nos applications qui datent d'une dizaine d'années, on accumule petit à petit quand même une certaine dette technique, voire dette sécurité quand on utilise des vieilles versions de librairie, des vieilles versions de framework. Directement, on a des vulnérabilités d'un point de vue sécu si on ne les met pas à jour. Donc rien que pour ça, c'est un gain. Donc de passer, je veux dire par exemple du framework .NET 4 à 4.8, on réduit la dette technique, on uniformise tout notre périmètre Windows vers cette version-là. C'est déjà une bonne démarche. Et puis on simplifie aussi les futures évolutions. Si on est sur des applications qui sont amenées à continuer à vivre encore longtemps, le fait d'être sur .NET 4.8 va rendre d'autant plus simple une future migration par exemple en .NET 5 ou un futur split des différents composants ou des réécritures. Donc rien que pour ça, c'est un gain intéressant. Et puis l'autre côté, ça va être plutôt, donc là je parlais de la vision plus développeur, plus responsable d'appli, et puis d'un point de vue entreprise, d'un point de vue admin, infra, on a quand même un gros gain aussi qui est apporté par l'abstraction Kubernetes. C'est qu'en fait, si on sait parler Kubernetes, donc si on sait manipuler des conteneurs, des objets Kubernetes, on sait faire du Linux et du Windows sans trop creuser chaque système. Et donc ça aussi, c'est un gain d'un point de vue compétence d'équipe. Et puis ça rejoint le troisième point, c'est ça permet aussi surtout d'uniformiser les outils et les process. C'est qu'avoir déployé mon application Windows sur un cluster Kubernetes, je vais la déployer de la même manière qu'une application Linux. Ce qui va changer, ça va être la conf. On parlait des nodes selector, peut-être du provisioning de volume ou des choses comme ça. Mais d'un point de vue utilisateur, déploiement, on va déployer notre application de la même manière. On va être capable aussi de la monitorer de la même manière, de l'administrer de la même manière. Donc derrière, on a un gain à l'échelle de l'IT de l'entreprise. Par contre, là, je ne le mets pas, mais il y a du travail côté admin, hein. Si on utilise un cluster managé sur un cloud public, il est limité ce travail-là. Mais on peut subir aussi les choix du cloud provider. Si on doit administrer son propre cluster, là par contre, il faut des compétences en Windows pour maîtriser l'ensemble de la stack et être capable de provisionner des nœuds et de faire toute la compte nécessaire. Alors pour quel périmètre? Là, ça fait un peu écho à ce qu'on disait autour du .NET Core, mais je vais une échelle au-dessus. C'est en fait là, je donne des règles qui sont plutôt valables pour toutes les applis, pas forcément que du .NET, mais forcément, il faut qu'on se pose la question est-ce que l'application elle est pas trop éloignée quand même des pratiques cloud et conteneurs? Si j'ai une application qui est basée que sur du batch, sur de l'échange de fichiers, sur un file system local, forcément, c'est pas pour ça que Kubernetes n'a pas été fait pour ça. Donc là, on va être assez éloigné, on va essayer de détourner un peu les pratiques et les API existantes. Il n'y a pas forcément de gain pour des applis de ce type-là. Donc, faut se poser la question, hein, comment je stocke mes fichiers? Est-ce que je stocke beaucoup de fichiers en local? Comment je communique avec les autres applications? Et puis, combien de ressources j'utilise? L'idée, c'est pas non plus d'aller déployer des batchs qui utilisent 32 Go de RAM sur un cluster, ou alors il va falloir bien dimensionner le cluster et anticiper tout ça.
Des précautions côté plateforme. Donc là, je parlais surtout en termes de versionning et Là, on est sur des vérifs à faire avant de se lancer là-dedans. Il faut bien fixer les versions et bien lister tout ce qu'on a besoin d'un point de vue écosystème Kubernetes. Donc, pas uniquement la version de Kubernetes, mais aussi qu'est-ce qu'on va utiliser d'un point de vue plugin réseau, qu'est-ce qu'on va utiliser d'un point de vue plugin stockage. Est-ce que j'arrive à remplir tous les besoins que j'ai identifiés? Ça, c'est un point clé parce qu'on sait qu'il y a des limitations. Et donc, c'est ce que je mets en dessous. Quand on va faire ce petit listing-là, bah, il n'y a pas le choix. Il va falloir aller sur les pages de doc, donc la doc Kubernetes, la doc Microsoft, la doc des différents plugins qu'on souhaite utiliser. Une des bonnes pratiques aussi, et puis c'est assez intéressant quand on travaille dans ce domaine-là tous les jours, c'est de suivre un peu les groupes de travail côté Kubernetes Windows. Le SIG, c'est le groupe de travail autour de l'OS et des outils. Et donc dedans, on retrouve par exemple, il y a des issues assez intéressantes où on va avoir des communications assez officielles où Microsoft va dire ça, on va jamais le supporter avec Kubernetes. Déjà, ça montre ça montre le travail qui est mené et les axes qui sont abandonnés et ceux vers lesquels ils vont poursuivre les travaux. Et pareil pour tous les plugins. Donc, ce qui est important, hein, c'est bien, c'est aussi d'essayer de mener des POC et d'essayer de déployer différents types de workloads qu'on a historiquement, essayer de voir qu'est-ce qui match. Et derrière, ça va nous permettre, pas forcément de dire, bah, je pars pas sur Kubernetes pour du Windows, mais ça va dire, je pars sur Kubernetes pour du Windows, mais uniquement pour ce type d'application. Donc, ça peut être pour des applications stateless uniquement, parce que je sais que ça va être galère de gérer les volumes, ou, de dédier, de dimensionner, de cloisonner un peu mieux les différents projets au niveau de mes clusters ou mes namespaces. Donc les POC sont indispensables. OK. Et pour terminer, donc là c'est plus des rappels, hein. On a quand même un gain significatif de migrer nos applications .NET vers du Kubernetes pour tout ce que j'ai dit juste avant. Par contre, faut bien noter que l'écosystème Windows est très jeune, même s'il y a eu un gros effort de stabilisation en 2020. En 2019, c'était un peu limite. Il reste quand même très jeune, donc bien vérifier si tous les prérequis sont remplis avant de se lancer. Ok, on a parlé de stabilisation. Et puis là, c'est plus une question pour terminer, mais pour vous faire réfléchir pendant vos vacances, si vous voulez, ou pour vous faire débattre si certains le souhaitent. C'est mais quel avenir pour Windows Server? En fait, moi, ce que j'ai un peu du mal à comprendre, c'est que d'un côté, Microsoft met le paquet pour rendre ses frameworks, ses OS, ses outils compatibles avec du Linux. Donc, on est capable de faire tourner un écosystème Microsoft sur du Linux. Mais d'un côté, ils ont quand même pas mal de boulot pour travailler sur leur kernel, sur la compatibilité avec le monde des conteneurs, sur la compatibilité avec Kubernetes de leur OS Windows Server. Donc, c'est deux chantiers qui sont menés en parallèle, qui vont pas forcément dans la même direction. Et donc, je serais curieux de voir la suite, mais en tout cas, on aura la réponse dans les années qui viennent, ça c'est sûr. Ok, j'en ai fini. On peut passer aux questions s'il y en a. J'ai pas vérifié le chat. Alors, il y avait deux questions de Monsieur Fabrice S. Ouais. Il y avait une question, c'est est-ce qu'on a essayé de faire tourner des clusters hybrides avec des nœuds Windows et des conteneurs Windows sur Google Cloud Platform? Non, en fait, c'est marrant parce que je voulais faire la démo sur Google Cloud, j'ai pas eu le temps de préparer parce que je l'avais déjà fait sur AKS, donc j'ai repris ça. Mais j'aurais bien aimé tester aussi. Normalement, c'est géré. Dans la théorie, on va dire d'un point de vue commercial, c'est dit que c'est géré. Et sur Amazon, ça n'existe pas. J'ai regardé, j'ai pas trouvé. Alors, je crois que si, mais en Si, effet, ouais, je crois que c'est géré aussi. Par contre, en effet, côté doc et com, ils sont pas aussi bons. Mais à vérifier. je suis allé sur Mm. la console tout à l'heure regarder, voir si je trouvais l'option qui allait bien, mais j'arrive pas. Mm. C'est peut-être bien caché, oui. Et pour les logs, il se demandait si c'était pas plus simple avec un appender Kafka et Log4j. Ouais, c'était un peu ce que je disais, c'est au niveau alternatif, hein. On peut loguer directement avec deux types d'appreneurs. Alors, Log4j, faut faire gaffe parce que c'est souvent pas aussi stable que la partie Java ou l'écosystème Java. Il y a moins de monde quand même qui vient contribuer là-dessus. Mais oui, oui, il y a pas mal de choses qui existent, hein. Eh bien,
si c'est bon pour tout le monde. Donc, on va essayer de vous envoyer un petit récap avec nos contacts et puis les pointeurs si vous voulez retrouver les infos. Surtout, n'hésitez pas, ouais, si même vous voulez prendre la parole. Et puis sinon, bah, je n'ai plus qu'à vous remercier d'être venu assister au talk. Et puis, on vous donne rendez-vous, bah, je ne sais pas quand, mais il y en aura d'autres. Donc, on vous tiendra au courant de la même manière qu'on l'a fait pour cette présentation. Et puis, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Profitez bien et à bientôt.